enchaîne avec la session suivante. Mais tout d'abord, je tiens à remercier l'association l'Amicale des pédiatres de Fès de nous avoir conviés à cet agréable congrès. Il y a beaucoup de convivialité et beaucoup d'amitié et on est reçus très agréablement. Donc là, le sujet suivant, c'est un sujet de controverse. Le reflux gastro-œsophagien, que reste-t-il du traitement? Je pense que c'est une pathologie qui a beaucoup profité de l'évolution de la science. Les années 90, 80, 90, quand j'étais étudiant, on avait reçu une formation sur le reflux, comment le traiter, qui a complètement changé actuellement. Et j'ai le plaisir d'introduire mon cher ami professeur Abkari, qui va nous parler de cette entité qui pose toujours beaucoup de controverses. Juste, à vous la parole. Je rappelle que c'est un symposium Blédéna que je remercie ici. Merci. Donc, merci à tout le monde. Et merci aux organisateurs de ces belles rencontres pédiatriques. Donc, je tiens à remercier les organisateurs de ces belles rencontres pédiatriques qui rassemblent beaucoup d'amis et de confrères. Alors, il me revient donc de traiter sous forme de... Bon, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il reste encore du traitement du reflux gastro-œsophagien? Et comme ça a été dit dans l'introduction, le reflux ou la pathologie du reflux a vécu donc, beaucoup de changements ces dernières années. Donc on se rappelle tous, surtout les anciens parmi nous, reflux dans le temps, c'était beaucoup plus complications, œsophagite, dysphagie, sténose, gastrostomie, dilatation rétrograde, etc. Et puis avec le temps, les choses ont beaucoup changé et dès les années 90, il y avait l'avènement de la pH-métrie qui a permis d'identifier aussi les symptômes atypiques, notamment respiratoires, ORL, bref, extra-digestifs. Et donc, depuis, les sociétés savantes ont travaillé pour délimiter le cadre nosologique de cette entité. Donc, parce qu'il y avait un mélange reflux gastro-œsophagien simple, compliqué, etc. Et à partir de là, déjà en 2009, l'ESPGHAN a essayé de faire ce cadre nosologique, c'est-à-dire traiter. Et puis, dans le temps, on parlait de reflux gastro-œsophagien simple qui définit le passage du contenu gastrique dans l'œsophage avec ou sans extériorisation, avec ou sans vomissement. C'est-à-dire on n'a pas l'obligation de l'avoir extériorisé. Et puis, à côté, il y avait le reflux maladie qui se définit comme pathologique quand il devient gênant et provoque des complications. Ça, c'était en 2009. Les choses ont beaucoup évolué. En 2018, les dernières recommandations de l'ESPGHAN, elles parlent de régurgitation. Et pourquoi régurgitation? Parce qu'à partir de 2010, il y avait l'avènement des troubles digestifs bénins qui associent constipation, colique et régurgitation. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de régurgitation que de reflux. Et vous allez voir dans le travail que nous avons fait avec un groupe européen et même international que ça peut arriver jusqu'à 34%. Donc, c'est ce qu'on appelait le reflux simple. Et donc, la définition, les régurgitations désignent le phénomène du retour à la bouche du contenu gastrique ou du contenu œsophagien. Donc, régurgitation, c'est extériorisation. Le reflux gastro-œsophagien, c'est passage intermittent involontaire d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage, indépendamment de ses conséquences. Et là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas obligatoirement les conséquences. Par contre, on désigne RGO maladie quand il y a vraiment des conséquences. C'est-à-dire que les symptômes deviennent gênants et affectent le fonctionnement quotidien, on s'accompagne de complications.
Alors, depuis tout à l'heure, j'ai dit que ces régurgitations s'inscrivent dans le cadre des troubles digestifs bénins, qui associent donc colique, constipation essentiellement et régurgitation. Mais les Européens ont toujours voulu inclure aussi la diarrhée aiguë fonctionnelle. Et moi, dans cette réunion, j'étais opposé, parce que dans notre contexte, on ne peut pas l'inclure, parce qu'on risque de passer à côté d'une diarrhée aiguë d'origine infectieuse, ô combien ils sont fréquentes dans notre contexte. Donc finalement, j'ai dit que pour nous, on ne peut pas les inclure, on va garder trois. Et ils sont partis loin jusqu'à inclure même l'allergie aux protéines de lait de vache. Alors que l'allergie aux protéines de vache, on ne peut pas la qualifier de bénin aussi, parce qu'on risque de la négliger et avec de beaucoup de conséquences. Donc autrement dit, il faut adapter les choses en fonction de leur contexte. Et donc finalement, pour nous, on retient ces trois-là. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les régurgitations. Mais vous allez voir, dans la prise en charge thérapeutique, qui sera nutritionnelle essentiellement, que reste-t-il de traitement, hein, ce n'est pas pharmacologique. Et quand c'est nutritionnel, il tient compte de cette association, colique, constipation, régurgitation. On va expliquer tout ça. Alors, régurgitation, ce travail dont je vous ai parlé, et j'avais la chance de participer en représentant l'Afrique, et vous voyez que 30-15% des régurgitations. Il était international ce travail, il a même eu une publication, donc ça a été corroboré par un article. Et les régurgitations, ils s'inscrivent aussi dans le cadre de troubles moteurs digestifs. Chez l'enfant de moins de 5 ans, on peut la citer parmi d'autres troubles comme les ruminations, vomissements cycliques, coliques, diarrhée fonctionnelle, dyschésie, constipation fonctionnelle. Chez l'enfant de plus de 5 ans, on voit beaucoup plus les douleurs abdominales avec dyspepsie fonctionnelle, intestin irritable. C'est juste pour vous rappeler ces troubles digestifs moteurs qui sont très fréquents, mais qui restent un diagnostic d'élimination. Depuis, il y avait donc beaucoup d'experts qui se réunissent et à la tête, je cite Van Damme Place, que vous connaissez très bien, donc ils se sont réunis pour élaborer des algorithmes. Et ces algorithmes qui visent à faciliter la tâche aux cliniciens. Et ces algorithmes ont intéressé tous les troubles digestifs bénins, notamment les régurgitations. Et ces régurgitations, c'est entre l'âge de 1 semaine et 12 mois. Et c'est là où c'est fréquent. Et c'est là où ça va engendrer beaucoup de consultations et surtout beaucoup d'angoisse des parents pour un trouble qui est bénin. Donc, ces régurgitations, la première chose, qu'est-ce qu'ils disent dans cet algorithme? C'est qu'il faut s'assurer des erreurs, s'assurer de la bonne tétée, c'est-à-dire sur plan fréquence, volume, technique, évaluer, corriger, etc. En général, on trouve une petite anomalie, on corrige avant de dire que c'est régurgitation au reflux. Mais si les choses ne s'améliorent pas, ou s'il s'associe à une irritabilité, difficulté d'alimentation, signes cutanés, troubles du transit, etc., on peut, à ce moment-là, rassurer les parents, proposer une formule anti-reflux si l'enfant est nourri par une formule artificielle et pas l'allaitement maternel, et un traitement éventuellement postural, et en général c'est positif, une simple surveillance. Par contre, si ça ne marche pas, pensez à l'allergie aux protéines de lait de vache. Donc l'allergie, c'est comme l'ombre de ces troubles digestifs bénins. Il y a de la douleur, il y a des vomissements. Donc à chaque moment, il faut avoir présent à l'esprit ce diagnostic pour ne pas passer à côté. Alors s'il y a d'autres signes qui sont beaucoup plus alarmants, à savoir le retard de croissance, l'hémorragie digestive, les anomalies neurologiques, à ce moment-là, on est devant un reflux pathologique. Et à ce moment-là, il faut rechercher des anomalies anatomiques, etc. Alors, s'il s'agit d'une allergie aux protéines de lait de vache, et si l'enfant est sous allaitement maternel, il faut mettre la maman sous régime sans protéines de lait de vache, sinon proposer un hydrolysat. Si tout va bien, ok, sinon, à ce moment-là, il faut recadrer les événements dans le cadre d'un RGO pathologique. Ça, c'est juste un algorithme qui situe un petit peu ces régurgitations. Mais rassurez-vous que la plupart de ce reflux simple ou de ces régurgitations disparaissent à l'âge de la marche. À l'âge de la marche, l'âge de la maturation, en quelque sorte, de ce sphincter inférieur de l'œsophage. Parce que le problème,
si vous vous rappelez de la physiopathologie, du reflux, des régurgitations, etc., il y a une diminution de la pression au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Ce n'est pas une réalité anatomique, mais c'est une réalité dynamique. Voilà. Donc, avec le temps, il y a une amélioration, il y a une maturation qui s'opère, et à l'âge de 1 an, la plupart disparaissent, donc 90-95%. Alors, qu'en est-il de l'expression clinique des autres reflux? Donc ça, vous le connaissez, le reflux à manifestation digestive pure, le reflux compliqué, pâleur, hémorragie digestive, etc., dysphagie. Il y a les bronchopneumopathies, les signes respiratoires, toux, asthme, etc., je passe. Et l'expression atypique, ça, vous le savez, trouble du sommeil, pleurs nocturnes, malaise du nourrisson, le syndrome de Saint-Diffère. Je pense que vous connaissez le syndrome de Saint-Diffère. Et la relation éternelle, asthme et reflux, c'est la relation œuf et poule, qui a donné l'autre. Bon, l'asthme, il peut donner par la distension thoracique, il peut donner des régurgitations ou des vomissements. Et puis à l'inverse, avec les vomissements, il y a une instillation donc intrabronchique, et donc on a ça. Il y a certains symptômes que le pédiatre ne connaît pas très bien, notamment chez le grand enfant et l'adolescent. C'est pratiquement la même symptomatologie qu'on voit tous les jours chez l'adulte, c'est les paresthésies pharyngées, les fausses angines. Combien de fausses angines dues au reflux traitées comme une angine par des antibiotiques malheureusement. Il y a la sensation de corps étranger, et vous voyez beaucoup de gens comme ça. Donc il y a l'enrouement et le maux de gorge. Il y a la laryngite chronique, rhinopharyngite, otalgie. Ça, les pédiatres le savent, quand il y a une otite à répétition, laryngite à répétition, on demande une pH-métrie pour écarter donc un reflux gastro-œsophagien à l'origine. Il y a l'apnée nocturne, il y a les érosions dentaires. Tout à l'heure, on a parlé de la plaque dentaire et l'HP. Il y a les érosions dentaires dans la maladie cœliaque, il y a les érosions dentaires dans le reflux. Et la plaque dentaire, j'ai entendu tout à l'heure la discussion, oui, il peut abriter de l'Helicobacter pylori. Alors, qu'en est-il des explorations? Rapidement, avant de répondre à la question que reste-t-il du traitement? Alors, les explorations, il n'y a pas grand-chose. À un certain moment, on a crié victoire et on disait que l'échographie va résoudre le problème, mais finalement, l'échographie, il a les mêmes inconvénients que le TOGD. C'est un examen du moment. Si je ne trouve pas de reflux, ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas de reflux. Donc, finalement, il est tombé en déciétude, on ne la demande plus. Ce n'est pas vraiment l'examen. Le TOGD, il garde peu d'indications. C'est beaucoup plus pour évaluer une anomalie anatomique et surtout en préparation à une chirurgie. La pH-métrie, il garde, bon, bien sûr, dans le reflux atypique. Comme vous voyez ici, il est typique, c'est un Holter, donc sur 24 heures, et qui permet donc de détecter cette défaillance de la clairance œsophagienne. Regardez un reflux qui a duré longtemps, et parmi les critères d'une pH-métrie pathologique, c'est le reflux le plus long. Et puis, à un certain moment, on se disait, la pH-métrie, certes, il détecte le pH acide, mais il ne détecte pas les reflux alcalins, bilieux notamment. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place l'impédance métrique couplée à la pH-métrie pour parer à cette insuffisance. Donc, l'endoscopie, l'apport, c'est dans le reflux compliqué, c'est pour dépister une œsophagite peptique, mais aussi, comme diagnostic différentiel, c'est l'œsophagite eosinophilie. Mon ami Hida, tout à l'heure, va parler de ça. Cet aspect, on reconnaît l'œsophagite, ça peut être normal, mais ça peut donner cet aspect de pseudo-trachéal. On a l'impression qu'on s'est engagé dans la trachée, et typique de l'œsophagite eosinophile. C'est un enfant que j'ai vu il y a à peine 3 mois. Cet aspect, regardez, pseudo-trachéal, mais sténosé. Et on a l'impression que c'est une sténose caustique moniliforme. Mais en fin de compte, c'était à eosinophile, et la dilatation a donné de très bons résultats dès la première séance, contrairement à l'œsophagite caustique, etc. Cet enfant, il évolue bien en ce moment. Alors, maintenant, je reviens à ma question principale qui définit cette présentation. Que reste-t-il du traitement? Alors, le traitement postural, beaucoup de discussions depuis les années 70. Et on avait préconisé dans le temps la position ventrale. Mais il était sujet de polémique et on disait qu'il pourrait engendrer la mort subite. Donc, on l'a laissé tomber et on s'est
on a adopté donc la position dorsale, mais les pieds un petit peu, c'est-à-dire vraiment inclinés d'une manière à ce que les membres inférieurs exercent une pression sur le ventre. Mais là, il est génératrice aussi de vomissement. Donc on a laissé tomber. Et il y a des études qui ont dit qu'il n'y a pas vraiment d'effet sur les régurgitations, sur le reflux, sauf une étude en 2010 de Ivan van den Plas qui a confectionné un lit à 40 degrés et qui, paraît-il, avec le travail fait à l'aide de pH métrique, diminution des régurgitations de reflux acide. Bref, il n'y a pas mal donc de préconiser cette position. Voilà la première chose. Et quand on voit les recommandations de l'ESBGAN, il y a une forte recommandation de dire qu'il ne faut pas avoir vraiment recours. On n'est pas obligé. Et faible recommandation pour avoir recours à cette position posturale. Donc, s'il y a une faible recommandation, autant le faire dans la mesure où ce n'est pas vraiment entaché d'effets secondaires. Deuxième chose à laquelle on va penser, c'est l'effet anti-régurgitation, c'est-à-dire épicisson. Alors, tout le monde se rappelle, surtout les anciens, Hamdouche, quand on faisait prescrire à l'étranger les épicissants, le gélopectose, etc., il n'y avait pas de lait épicé. Donc, c'était pour épicir les enfants qui prennent le lait. Mais aujourd'hui, gélopectose, le Gumilk, Magic Mix, etc., farine. Mais aujourd'hui, on dispose donc de formules anti-reflux, et je parle des enfants allaités, bien sûr, par une formule, et on procède à de l'amidon, de maïs, mais il y a d'autres, manioc, traopika, pommes de terre, etc. Et on peut même les farines de caroube, mais on leur a reproché un petit peu les douleurs abdominales, les crampes, etc. Et on a joué sur le rapport protéines solubles et caséines, parce qu'il y a de la floculation. Donc on a hydrolysé partiellement les caséines pour pouvoir faciliter la vidange. La physiopathologie du reflux, c'est d'abord un sphincter inférieur qui est étanche, c'est-à-dire qu'il exerce une pression, donc une pression normale à ce niveau-là, pour empêcher le retour anormal du liquide de l'estomac vers l'œsophage. Et la deuxième chose, il faut avoir un vidange gastrique rapide, la vidange gastrique, pour pouvoir se débarrasser de ce liquide voilà, c'est le lait, et qui expose donc l'œsophage à ce reflux-là. Donc finalement, on pensait à quelque chose de rapide. Et puis, avec le temps, on a pensé à autre chose. Étant donné que ces troubles s'associent, avoir colique, constipation, reflux, on a pensé aussi à agir sur le lait, sur ces formules lactées diététiques. Et on a imaginé des laits avec probiotiques, avec des prébiotiques, notamment le GOS et le FOS. Il y a même des symbiotiques qui associent les deux. Et aujourd'hui, on parle de postbiotiques. Il y a même des laits fermentés qui revient à dire des postbiotiques. C'est quoi les postbiotiques? C'est les fermentés déjà, cette formule qui fait appel au bifidobacterium, au Streptococcus thermophilus. Et c'est un pilotage du processus de fermentation qui vise la température, la quantité, la durée, afin de favoriser la production de métabolites intéressants, notamment la lactase, l'acide lactique, etc., qui vont favoriser la digestion. Donc, on pense aux coliques dans ce cas-là. Donc, finalement, un lait anti-reflux, pas simple, mais avec prébiotiques, avec notamment de lait fermenté en pensant à la lactase et à l'acide lactique, donc, pour essayer de répondre à ces troubles qui sont toujours associés. Cette idée, il avait aussi l'appui de l'ESBGAN. Hein, ils ont parlé des laits infantiles avec des bactéries lactiques, hein, et contenant pas de bactéries vivantes, mais en quantité significative dans le produit fini, en raison de leur inactivation par la chaleur. Donc les bactéries sont tuées, mais c'est des produits dérivés de ces bactéries qui vont servir. L'appui donc de l'ESBGAN, l'appui de l'AFSA, qui a parlé d'autres produits à base de micro-organismes tués pouvant être introduits dans les formules infantiles dans l'objectif de moduler la flore intestinale et d'exercer un effet bénéfique sur l'enfant. Et le Codex Alimentarius aussi, possibilité d'utiliser des bactéries lactées dans la préparation de formules infantiles. Donc ça, c'était l'appui logistique des organismes. Et donc finalement, postbiotiques, c'est quoi? On a vu les prébiotiques, probiotiques, symbiotiques, l'association des deux, et aujourd'hui les postbiotiques. Et ces postbiotiques, c'est l'ensemble des produits sécrétés par les bactéries ou libérés après leur lyse
comme l'exemple que je viens de donner. Et ça peut être des enzymes, des peptides, des polysaccharides, des protéines de membrane cellulaire, acides organiques, etc. Donc, l'Association internationale probiotique-prébiotique, il y avait un consensus en 2019. Qu'est-ce qu'il dit? Les postbiotiques sont une préparation de micro-organismes inertes et ou leurs composants conférant des bénéfices de santé sur la santé de l'hôte. Donc ça, c'est en prise en charge nutritionnelle. Donc c'est des laits anti-reflux et éventuellement des laits sur lesquels... Alors il y avait depuis plusieurs recommandations, celle de l'ESPGHAN, mais il y a aussi du groupe francophone de gastro-entérologie, il y a aussi de Nice, hein, ce n'est pas la ville, mais c'est le National Institute for Health and Care Excellence, c'est un organisme britannique, et il y a la HAS. Donc toutes ces recommandations, ils rejoignent les recommandations de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne reste pas grand-chose, c'est beaucoup plus la solution nutritionnelle qu'il faut prôner. Alors qu'en est-il de la pharmacothérapie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des produits à prescrire en matière de reflux? Alors il faut nuancer. Je fais référence toujours à ce travail maléfique. Qu'est-ce qu'il a fait, ce travail? Il a donc les trois ici, on a l'âge, on a les prokinétiques et on a les IPP. On a la fréquence du reflux, l'âge c'est ici, inférieur à 1 an, et on a les IPP. Donc, avant 1 an, on avait remarqué dans le temps, il n'y a plus de... On avait remarqué qu'il y avait beaucoup de reflux avant 1 an, mais beaucoup de prokinétiques et peu d'IPP. Et avec le temps, on a remarqué que peu de reflux, beaucoup d'IPP, etc. Alors, l'IPP augmente au fil des années, la consommation. Et à un certain moment, les pédiatres ont essayé de mimer certaines attitudes chez l'adulte, parce qu'on a remarqué que chez l'adulte, on prescrit beaucoup d'IPP en matière de reflux, et on a commencé à voir les IPP à droite et à gauche, largue à main nue, donc ce qui n'est pas vraiment compatible. Vous allez voir les effets secondaires des IPP, ça va nous pousser à réduire un petit peu cette consommation. Alors, les prokinétiques, on avait, dans les années 90, début des années 90, on avait le cisapride, le prépulside. Et là, c'est un traitement physiopathologique. Et il renforce la sphincter inférieur, c'est-à-dire la pression, et il accélère la vidange gastrique. Donc c'était un très bon produit. Malheureusement, son utilisation a été entachée de beaucoup d'effets secondaires, notamment torsade de pointe, polymérie, etc., allongement du QT, et depuis, ils l'ont retiré. Le seul pays qui résiste ici, c'est la Belgique. Il y a le dompéridone, là aussi il y a l'allongement du QT, donc il est écarté, et le méthoclopramide, en raison d'effets secondaires que vous connaissez tous, et parfois on oublie, on donne la double dose, etc., et on risque de tomber. Donc finalement, des prokinétiques, on n'a plus rien. Les IPP, rapidement, parce que le temps presse, je vais vous résumer la situation. Les IPP, il faut les réserver aux situations de reflux compliqués. Il ne faut pas utiliser les IPP quand vous faites le diagnostic de reflux de régurgitation. Donc, compliqué, je dis bien les œsophagites peptiques. En dehors de ça, il faut, parce que toutes les études ont conclu à ce que les IPP n'ont aucun effet sur l'irritabilité, les pleurs, etc., en dehors du reflux compliqué. Et puis surtout, si on sait que les IPP sont générateurs de beaucoup d'effets secondaires. Et les effets secondaires, vous le savez très bien, quand on inhibe l'acidité, on a l'hypergastrénémie. L'hypergastrénémie, il y a une prolifération de la muqueuse, et donc il y a un risque chez l'adulte, notamment, de cancérisation. Mais il y a aussi des effets secondaires sur le poumon. Parce que l'estomac, c'est la première barrière anti-infectieuse. Donc on prive l'organisme de cette barrière anti-infectieuse, et on se trouve avec les diarrhées, avec les pneumonies, etc. Donc, il ne reste pas grand-chose. Alors, il y a aussi les recommandations de l'ESPGHAN font allusion au baclofène, mais le baclofène, beaucoup plus avant de prendre une décision de chirurgie, c'est-à-dire l'ultime recours. Puis le baclofène, hein, c'est un agoniste du GABA. Donc c'est un mieux relaxant aussi.
Il y a aussi la chirurgie, c'est la chirurgie anti-reflux, c'est la fin d'applicature de Nissen, mais les recommandations aussi proposent l'implant magnétique. Je ne sais pas, il n'est pas encore utilisé chez nous, mais c'est comme un collier autour de l'œsophage, et c'est magnétique, et il se resserre pour éviter le reflux du gastro-œsophagien. C'est magnifique, il y a une forte recommandation de l'Espghan. Voilà, donc presque fini. Je vais pas faire je vais juste conclure. C'est Bouhmouch, c'est Mskili. Merci beaucoup. J'ai encore quelques minutes. C'est toujours agréable de t'écouter. Merci beaucoup. Alors, juste pour dire que... Combien? 1 minute. Donc, 1 minute, c'est pour conclure. Hein. Ça, c'est l'algorithme avec lequel on travaillait sur le reflux, régurgitation, etc. Là, c'est l'algorithme. Alors, pour résumer, beaucoup de régurgitation, peu de reflux, encore peu de reflux compliqués. Ça, c'est la première chose. Étant donné qu'il y a des régurgitations, il faut encourager la piste nutritionnelle, c'est-à-dire la thérapie nutritionnelle. Et c'est le reflux, les laits anti-reflux quand il s'agit d'un enfant nourri avec une formule lactée diététique, et aussi un lait où on a pensé aussi aux autres troubles digestifs bénins associés. Troisième chose, il ne reste pas grand-chose de l'arsenal thérapeutique pharmaco, les prokénétiques pratiquement dans l'oubliette, et il reste les IPP, mais les IPP sont entachés de beaucoup d'effets secondaires, et il faut les réserver à l'usage vraiment pertinent qui est le reflux compliqué. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Abkari, pour ce topo excellent. Et donc, on a retenu la leçon. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association et l'amicale de Fès pour ce magnifique congrès, fidèle à lui-même. Chaque année, c'est toujours un moment agréable d'être là parmi vous. Je remercie le professeur Hida et je remercie ici Shakib Attar et toute l'équipe du bureau. Je vais donner juste, tu as parlé des vieux, là j'ai ce privilège d'être parmi les vieux. Donc c'est vrai que les années 90, il y avait, on va dire que le reflux était le coupable. Et ce coupable, il vient d'être libéré. Toutes les pathologies étaient rapportées au reflux. Et à l'époque, effectivement, pour le cisapride, c'était le médicament miracle. Moi, je me souviens, j'étais en France et on le ramenait de Belgique pour traiter les enfants. Et après quelques années, il n'y a plus rien. Et là, on a un traitement miracle. C'est ce qu'on dit aux mamans tous les jours. Le meilleur traitement, c'est d'acheter des bavoirs et laisser l'enfant grossir, grandir avec son sourire. Tant qu'il n'a pas de problème, s'il y a des manifestations, comme ce que vous venez de dire, au niveau pondéral, c'est des manifestations au niveau de son rythme de vie avec des pleurs. Là, ça devient autre chose. Mais la majorité des enfants, effectivement, c'est ce qu'on voit tous les jours. C'est des enfants qui regurgitent énormément, qui ont besoin d'un bavoir. Et avec l'âge, tout rentre dans l'ordre. Et je passe la parole à la salle. Oui. Merci beaucoup, professeur Abkari, pour ce vraiment topo didactique. La question qui se pose, elle est différente entre l'exercice dans les services de gastropède au CHU et chez les pédiatres, que ce soit dans le secteur public ou privé. Nous, au CHU, qu'est-ce qu'on recrute? On recrute les œsophagites, on recrute les sténoses, on recrute, c'est-à-dire le reflux compliqué. Et donc, face aux étudiants, quand on leur dit, pour le reflux, il n'y a pas de traitement, face à l'attitude des chirurgiens qui nous reprochaient depuis l'ère, vous êtes en retard, vous nous envoyez que les catastrophes, vous nous envoyez que les sténoses, etc. Donc le message, c'est que face aux étudiants, il faut leur dire, c'est ce qu'on essaie toujours de dire, que la médecine de ville, ce n'est pas le billet de recrutement du CHU. Que comme vous l'avez bien dit, le reflux, la majorité de reflux, ils vont bien sûr avoir une bonne évolution. Gardez en tête le dépistage des complications. C'est ça le message. C'est-à-dire une anémie qui ne répond pas au traitement martial, un retard de croissance, n'attendre pas bien sûr la dysphagie, juste la stagnation de la courbe pondérale et pas l'inflexion de la courbe pondérale, ce sont les messages qu'on doit, nous, enseignants, passer à l'ère d'aujourd'hui en l'absence de tout traitement du reflux. Je vous remercie. Merci. Tout à fait, ce que j'ai dit d'ailleurs. Pour les étudiants, il ne faut pas qu'on tombe, nous les CHU, dans cette... C'est-à-dire que les étudiants, bien sûr, il faut leur enseigner les troubles digestifs vénins et leur dire que les vomissements, ce n'est pas toujours cette catastrophe, c'est-à-dire voilà, il y a des régurgitations, il ne faut pas se précipiter pour le traitement IPP, etc.
Mais le CHU reste toujours 3e niveau. Il y a des cas désespérés. Il y a je vois encore des œsophagites, des sténoses peptiques. Mais la nouveauté, c'est que ce n'est pas seulement le reflux. Il faut toujours penser à côté qu'il peut s'agir d'une pathologie eosinophile. Et il n'est pas rare du tout. Et l'exemple tout à l'heure, un enfant avec dysphagie, antécédent de vomissement, etc. C'était une sténose, et une sténose qui ne rappelle pas la sténose de l'œsophagite peptique, qui est unique, tiers inférieur, etc. Là, c'est une sténose qui peut affecter tout l'œsophage. Et on a vu qu'il est moniliforme en plus, qui rappelle en quelque sorte les fameuses sténoses des œsophagites caustiques. Merci, professeur Abkari. Et je remercie professeur Aïtsab d'avoir mis le point sur l'élément le plus important de la prise en charge, c'est le suivi. Ça, c'est primordial. La plupart des enfants qu'on reçoit au stade d'œsophagite, de sténose, ont presque la même histoire. C'est des enfants qui ont consulté à plusieurs reprises pour des régurgitations et des vomissements, mais qui ont été négligés et suivis comme tel pendant des mois, et nous, on les reçoit très tôt, à l'âge de 12 mois, à l'âge de 14 mois, avec des complications, alors que déjà vers l'âge de 4 mois, ils avaient exprimé des signes de complications. Donc l'élément suivi est très important, c'est ce que vous avez dit, professeur Abkari. Il reste juste le temps pour une dernière question. Je tiens à remercier le professeur Abkari pour vraiment cette belle présentation excellente. Et ma question, c'est surtout, parmi la complication du reflux gastro-œsophagien, c'est surtout l'œsophagite peptique, sténose et même la métaplasie œsophagienne. Et cette métaplasie œsophagienne, est-ce qu'elle ne constitue pas un lit de cancer à un âge avancé? Merci. Alors ça, vous faites allusion à l'endobrachyœsophage, l'œsophage de Barrett, etc. C'est rare chez l'enfant, hein. On le voit beaucoup plus chez les adultes, mais chez les enfants, c'est rarement retrouvé à Farideh. Moi, en tout cas, j'ai en quelques cas, mais pas de la même fréquence. Et ça, c'est l'apanage du reflux négligé, etc. On vient de le dire, hein, la surveillance compte. Même si on fait le diagnostic d'une régurgitation simple, il faut se garder un rythme de suivi pour guetter les signes de complications. Merci beaucoup, professeur Abkari, pour votre excellente présentation. On tient à remercier encore une fois le laboratoire Bledina pour ce symposium. Merci beaucoup. Et avant de partir, vous allez recevoir vos cadeaux. Restez avec nous, professeur Abkari, docteur Ben Hussein et professeur Khabash. On va réduire un petit peu la pause, donc la pause de 20 minutes.